Mardi 5 mars 2024, aujourd'hui, épisode un peu spécial. Bien sûr, il y aura de l'actu en fin de vidéo. Bien sûr, il y aura la minute auditeur. Mais je veux surtout revenir sur la carrière de Sean O'Malley à l'UFC, de ses débuts au Dana White Contender Series jusqu'à aujourd'hui, en passant par sa première et son unique défaite contre Chito Vera. Il y aura aussi sa prise de ceinture, etc. On perd pas plus de temps, c'est parti. Et c'est l'année de ses 23 ans qui débarque au Dana White Contender Series. Il est sur un 7-0, 5 KO, une soumission, une décision. Il est chez les poids coqs, il s'est tenté pour un combat chez les flyweight ou quelques combats, mais en tout cas ça n'a pas duré très longtemps. Il est tout de suite revenu chez les poids coqs et il est assez grand pour la catégorie, donc on se doute que couper pour aller chez les poids mouches, ça doit être très compliqué. On découvre un combattant qui a de très bons angles de frappe, qui est très précis avec les poings, assez spectaculaire avec les jambes. Il tente des coups de pied retournés. Et il a une attitude qu'on voit pas toujours, les mains assez basses, il tente des retraits du buste, il tourne beaucoup autour de ses adversaires. Bon, il se retrouve un peu sur le dos dans le combat, il tente de verrouiller un triangle, ça passe pas. Il prend quelques coups, bien sûr, son style n'est pas parfait, mais on voit qu'il y a quelque chose à faire. Et puis il va nous gratifier d'un magnifique KO sur un bras arrière en ligne. Il n'y a rien à dire. À l'époque, c'est Snoop Dogg et Uriah Faber qui sont aux commentaires, et Snoop Dogg va hurler O'Malley, O'Malley au micro. C'est un moment qui est devenu mythique. Dana White s'est levé. Enfin voilà, tout le monde était sous le charme. Et puis il a un vrai style. Il y a la coupe de cheveux, il y a les tatouages. On sent qu'il y a quelque chose à faire avec lui. De là à dire que ça va être le futur champion, on ne sait pas du tout. Mais en tout cas, il débarque à l'UFC, il gagne son contrat. Et puis très rapidement, on le retrouve dans l'octogone. Il nous fait un premier round ultra dominant pour son premier combat officiel à l'UFC. Toujours spectaculaire avec les jambes, toujours très précis avec les poings. Beaucoup de déplacements, de bons retraits du buste. En fait, on a l'impression qu'il est là, main basse, il vient provoquer un peu l'adversaire avec le jab, etc. Et il attend qu'une seule chose, c'est que l'adversaire se jette sur lui, et là, il nous fait un retrait du buste, une remise, et il cherche le contre. C'est clair et net. Il sort du premier round, c'est assez impressionnant. Par contre, dans le deuxième, on sent que le cardio baisse. Là, au Dana White Contender Series, ça avait duré qu'un round. Là, il va au deuxième round dans la big league à l'UFC. On sent que le cardio commence à baisser, il prend pas mal de coups. Mais bon, le round se passe, c'est très serré. Au troisième round, il fait l'effort, il va gagner le combat à la décision. Et encore une fois, le gars qui me dit là, c'est le futur champion, franchement, il est très fort. Parce que quand on entend Sean O'Malley parler dans les médias, il est très bon. Aujourd'hui encore, tu as l'impression qu'il te dit oui, mais j'ai toujours dominé tous mes adversaires facilement, etc. Franchement, à l'époque, aujourd'hui avec le recul, on peut se dire oui, ok, mais c'était quand même serré. Il n'a pas roulé sur tout le monde comme on pourrait le croire parfois. Et au troisième combat, donc c'est son deuxième officiel à l'UFC, nous ça fait 3 combats qu'on le suit, si on a vu le combat au Dana White Contender Series, il y a quand même une grosse évolution, il est beaucoup plus patient, il avance beaucoup plus, avance parfois sans frapper, mais il arrive à bloquer son adversaire contre la cage, etc. On sent qu'il a pris en maturité, et là c'est un premier bon signe. On dit voilà, le gars il est très jeune, il enchaîne les combats, et surtout il progresse à chaque sortie, il y a peut-être quelque chose à faire avec lui. Et comme disent les Américains, il pick his shot, c'est-à-dire il choisit ses coups. Il n'y a pas de coups parasites, tous les coups sont mis pour toucher, ils sont précis, tu sens qu'il veut mettre KO à chaque fois, sans forcément mettre de la puissance, c'est le timing, c'est la vitesse, c'est la précision. Il a les mains beaucoup plus hautes aussi, les mouvements de tête sont moins hasardeux, le menton est un peu plus rentré, les retraits du buste sont plus précis, on sent que ça a évolué. Et à chaque fois qu'il se retrouve sur le dos, ça arrive dans les combats, il cherche tout de suite à verrouiller le triangle, ça passe pas. On se rend bien compte que c'est un kickboxer, il veut garder le combat debout, mais quand il se retrouve sur le dos, tout de suite il tente le triangle et il arrive toujours à se relever. Bon, il passe parfois, c'est parfois un petit peu long, il prend quelques coups, mais il se fait pas détruire au sol, et on sent qu'il arrive à gérer la situation. En face, c'est pas encore des lutteurs de gros calibre, mais quand même, ses adversaires vont tenter de plus en plus de l'amener au sol, et c'est le cas dans ce combat-là. Son adversaire, tout de suite dans le troisième round, va tenter une amener au sol, mais il va très bien la défendre. Le cardio est beaucoup moins affecté, il est toujours au troisième round, mais on sent, il n'a pas la bouche grande ouverte, il gère plutôt bien. Maintenant, il va se blesser au pied. C'est un problème, il est sur une jambe, il va terminer le combat sur une jambe, mais son adversaire ne s'en rend pas compte, et au lieu de garder le combat debout, va continuer à l'amener au sol, et du coup ça lui permet quand même de survivre et d'aller chercher une décision. Et là l'interview est aussi épique, il est allongé sur le dos, Joe Rogan lui tend le micro et puis lui sort un I love you Joe.
Déjà, tu sens que la petite sauce commence à prendre, la foule est plutôt réactive. Sur les réseaux sociaux, il est très actif, il dit qu'il va devenir champion, etc. Donc voilà, ça fait seulement 2 combats officiels à l'UFC et il y a déjà une petite hype autour de lui. Malheureusement, la blessure va mettre du temps. Il va revenir seulement 2 ans après. Il y aura 2 tests qui vont revenir positifs, des tests antidopage. Alors lui, il mettra ça sur le dos de compléments alimentaires contaminés. On n'a jamais réussi à prouver le contraire. Honnêtement, je vais vous donner mon avis, je pense pas qu'il se soit dopé parce qu'il voulait être sous le feu des projecteurs. Et quand tu parles beaucoup, si tu tombes pour dopage, c'est très mauvais pour ta réputation. Alors le premier test antidopage, il est positif. Et le deuxième, on dit que c'est encore des résidus du premier. Mais il prend quand même 6 mois, donc il revient que 2 ans plus tard. La blessure, l'opération, les tests antidopage. Il va prendre Quinones, combat de dingue. Il prend pas un seul coup, il le met KO en 2 minutes sur un très beau contre. Il a géré parfaitement la distance et surtout, le personnage commence à prendre de l'importance. Il parle bien au micro, toujours de plus en plus présent sur les réseaux. Et là, il revient 3 mois après. Voilà, il y a eu 2 ans de layoff. Il revient. Au bout de 3 mois, encore un combat. Il va prendre Wineland. Et là, c'est le début des cheveux arc-en-ciel. Il avait déjà une coupe de dingue. Là, il commence à se teindre les cheveux. Et il va remettre un KO en 2 minutes qui ressemble un peu à celui au Dana White Contender Series. Donc voilà, les retours sont réussis. 2 combats de suite. Et 2 KO en 2 minutes. Et là, ça va être le moment du premier combat contre Marlon Vera, seulement 2 mois plus tard. Donc il enchaîne, il est ultra actif. Il a beaucoup parlé aussi pendant les 2 ans où il n'était pas là. Il a pris de l'importance, il a lancé sa marque de vêtements. Il a un podcast. Donc il faut backup dans la cage, comme disaient les Américains. Vera, lui, il sort d'une défaite contre Song Yadong. Il a donc besoin de se relancer. Et le combat, au début, c'est plutôt calme. Il y en a beaucoup qui disent que Vera l'a détruit. Vera lui a roulé dessus. Franchement, re-regardez le combat. C'est un combat où ça échange bien. Moi, je vois O'Malley qui a un tout petit peu le dessus, mais c'est léger. Et un petit peu avant la moitié du round, il semble se tordre la cheville. On se dit, bon, il n'y a rien de grave. Quelques secondes après, c'est pareil. Et là, on comprend qu'il y a quelque chose. Il avance plus, il recule. Tu sens qu'il essaye de prendre des appuis pour sa cheville pour comprendre ce qui se passe. Et puis, à 30 secondes de la fin, il se retrouve de nouveau sur le dos. Et là, il y a Vera qui se jette sur lui, qui lui envoie un grand pound. Il y a des violents coups de coude qui tombent. L'arbitre arrête le combat. Alors O'Malley, il est ouvert au visage, il a pris un bon coup de coude, mais tu sens que le pied, ça va pas. Il a la jambe qui est levée, et là on se dit, c'est pas bon signe. Il a pris 2 ans sans combattre. Là, il se reblesse de nouveau. On ne sait pas ce qui s'est passé. Alors forcément, lui, il va dire que tout est lié à un low kick qu'il a pris en fait au niveau du genou. Ça a tapé sur le nerf. Il dit ouais, ça arrive à l'entraînement. Tout le monde le sait. Tous les combattants professionnels ont connu ça. Moi, ça m'arrive une fois à l'année en sparring. Là, ça m'est arrivé le soir du combat. Bon bah voilà, c'est comme ça. C'est pas de chance. C'est pas une défaite. J'étais blessé, etc., etc. Il va mettre moins d'1 an à revenir. Il va prendre Almeida, pendant un moment, on a vu en lui un potentiel champion. Bon, c'est très vite tombé à l'eau, mais quand même, ça reste un gros nom. Il va maîtriser ce combat totalement. Le premier round, c'est une masterclass. Franchement, il n'y a rien à dire. Il va même passer tout proche de finir. Et puis finalement, c'est au round 3 qu'il va trouver la solution. Il va gagner par KO. Et là, encore une fois, il fait 3 rounds. Il est dominant. Le cardio ne semble pas du tout affecté. On voit qu'il a réglé ce problème qu'il a vu au début de sa carrière. Et puis moi, je le trouve vraiment à ce moment-là en maîtrise totale. Il gère bien la distance. Il y a de moins en moins de gestes parasites. Il fait beaucoup de feintes, mais tu sens que tout est maîtrisé. Au début de sa carrière, il tournait beaucoup autour de ses adversaires, mais tu sentais que les déplacements, c'était pas toujours ça. Voilà, forcément, il était jeune. C'était parfois un peu hasardeux. Là, c'est plus le cas. Il est censé ensuite affronter Smolka, mais Smolka se blesse. On va donc lui donner un nouveau venu, Moutinho. Voilà, il va le détruire, faut être honnête. En plus, il est sur la carte de Connor contre Poirier. Je crois que c'est le 3. Donc là, il y a beaucoup. Tous les yeux sont braqués sur lui. Et bon, il va lui rouler dessus. Franchement, il n'y a rien à dire. Le combat va être arrêté à 30 secondes de la fin dans le 3e round. Mais là, tu vois que les deux ne sont pas du tout dans la même dimension. Et il y a des critiques, parce qu'O'Malley, il parle toujours autant. Mais on lui dit, mais t'as battu personne. Le seul nom que t'as pris, c'est Vera. Il t'a battu, t'as pris un KO, tu continues à dire que t'es invaincu. Est-ce que mentalement t'es vraiment là? Voilà, il est sous le feu des critiques. Il va ensuite prendre Paiva, il va le mettre KO à 20 secondes de la fin, sans être mis en difficulté. Franchement, rien à dire. Très beau combat. Il a géré de plus en plus. Et toujours les critiques. On dit qu'il a du mal à gérer les low kicks. Il les bloque pas, il a du mal à les esquiver. Tu sais que tu as perdu ton combat contre Vera à cause de ça. Même si tu t'es blessé, c'est Vera qui a mis le coup, c'est Vera qui a frappé là où il fallait pas. Et puis on connaît pas son sol. Qu'est-ce que ça va donner quand il va tomber contre un vrai lutteur? Est-ce qu'il va réussir à résister? Est-ce qu'il va passer le round entier sur le dos? Mais lui, il continue son petit bonhomme de chemin. Quand même 3 combats en 2020, 3 combats en 2021. Et là, on lui met son premier gros nom. Le premier gars classé qu'il va affronter. Lui, il est classé numéro 13 à ce moment-là. On va lui donner Munoz, qui lui est classé numéro 9.
Et malheureusement, le combat va s'arrêter sur un high poke. Alors lui continuera à dire que d'accord, il y a peut-être eu un petit high poke, mais il y a surtout eu des coups de poing dans l'œil qui ont fait la différence. Il a pris pas mal de low kick dans le premier round. Quand tu vois les tweets passer à l'UFC, vous le savez, en bas à gauche de l'écran, tu vois les combattants qui tweetent, les journalistes. Beaucoup pensent que Munoz avait gagné le premier round, le combat va s'arrêter au deuxième. Moi, je trouve que c'était assez serré, il avait touché un peu avec les poings, mais c'est vrai qu'il prenait des low kicks et que ça pouvait être vraiment, vraiment problématique. Mais l'UFC va lui faire confiance, le trash talk va payer et on va lui donner Petr Yan qui est classé numéro 1. C'est un combat ultra serré, il va réussir à toucher, à ébranler Petr Yan, c'est pas rien. Lui aussi va être touché, va être ébranlé, il va passer pas mal de temps au sol sur le dos, mais il va pas prendre beaucoup de dégâts au sol. Les dégâts qu'il prend, c'est debout. Et finalement, c'est lui qui s'impose à la décision partagée. Très honnêtement, je voyais plutôt Petr Yan, beaucoup de gens voyaient Petr Yan. Alors lui, il va dire qu'au début, il dit que c'était un combat serré, et puis après, quand les semaines passent, il dit non, mais moi j'ai revu le combat, je l'ai été beaucoup plus précis, je l'ai touché beaucoup plus qu'il ne m'a touché. Ok, j'ai passé du temps au sol, mais il a rien fait du tout dans ces phases-là, il m'a pas mis de dégâts, ma victoire, elle est méritée, j'ai été meilleur que lui. Écoutez, je vous invite à aller voir le combat, franchement, c'est un beau combat, une belle guerre. On a vu de quel bois il était fait, hein, parce qu'il avait l'air vraiment rincé à la fin du combat, mais il a continué à y aller. On voit que c'est un vrai guerrier, et les commentateurs le disent, il a au moins gagné le respect des fans, même s'il avait perdu ce combat-là. On a vu qu'il pouvait aller à la bagarre, parce que jusqu'à maintenant, il n'avait pas vraiment été chahuté. Même s'il avait perdu contre Vera, il s'était pas fait détruire. Et puis on avait l'impression qu'il avait encore affronté jamais personne qui pouvait le mettre en difficulté. Ça avait été serré contre Munoz, il avait pris des low kicks, mais il se faisait pas casser la tronche. Et là, contre Petr Yan, l'autre lui a mis ce qu'il fallait, il a su répondre. Et l'UFC va lui faire le cadeau, il va affronter Sterling, le champion. Il a seulement battu 2 adversaires classés, Munoz classé 9, Yan classé 1, là il n'y a rien à dire. Et on va lui donner Sterling, et surtout Sterling c'est un spécialiste du sol pour ceux qui ne savent pas. Il est champion depuis 2 ou 3 combats maintenant à ce moment-là, et on se dit si Sterling lui met la main dessus et l'amène au sol, là on va savoir s'il y a du niveau. Petr Yan a réussi à le maintenir au sol, c'est un bon lutteur, mais c'est pas non plus l'élite de la catégorie. Mais si c'est Sterling, ça pourrait être différent. Et Sterling, bizarrement, dans ce combat-là, au premier round, il va tenter un seul takedown à 20 secondes de la fin. O'Malley va être dos à la cage, il va plutôt bien défendre, il va pas être amené. Et les commentateurs le disent, attention, si Sterling fait la même chose au deuxième round et qu'il a de longues minutes pour essayer de l'amener au sol, on va voir ce que ça donne. Et tout de suite, le round numéro 2 commence. Sterling essaye de l'amener au sol. O'Malley défend bien, toujours dos à la cage, il arrive à ressortir. Et là, on ne sait pas pourquoi, Sterling se jette sur lui. O'Malley fait un pas de décalage, il envoie à la mâchoire, bonne nuit. Sterling est KO. O'Malley est champion. C'est un truc de dingue, tout le monde est debout dans la salle. En plus, c'est à Boston. O'Malley, il a des origines irlandaises, hein, c'est un américain, mais tout le monde est pour lui. Vraiment, le show est là, il a le sens du show, c'est impressionnant. Il reste stoïque hein, au moment de la décision. Et félicitations à lui. Alors les critiques continuent de pleuvoir. Hein. On se dit oui, c'était pas le Sterling qui était à 100%. Il a battu un Sterling qui était diminué, qui a fait une erreur. Il a capitalisé sur l'erreur de son adversaire. Écoutez, on peut dire ça, je suis d'accord. Maintenant, reste que c'est un combat, Sterling ne devait pas faire l'erreur. Sterling aurait très bien pu faire l'erreur contre quelqu'un d'autre qui n'aurait pas capitalisé dessus. Lui a su le faire, félicitations à lui. On apprendra quelques semaines après qu'il était blessé à la côte, qu'il n'a pas pu lutter 6 semaines avant le combat. Et que donc il l'a dit, hein, si Sterling avait réussi à m'amener au sol, c'était terminé, j'aurais rien pu faire, ma côte était beaucoup trop douloureuse. Donc à chaque fois qu'il venait au corps à corps, c'était une question de survie pour moi de ne pas tomber au sol. En tout cas, on a un nouveau champion. C'est Sean O'Malley, j'allais dire, c'est Aljamain Sterling. Et ce week-end, il va défendre contre Vera, il va tenter de venger sa seule défaite, hein, même si selon lui, ça n'est pas une défaite. Et il a donné une interview cette semaine, alors c'est O'Malley, franchement, on peut le critiquer, mais il a l'air d'être ultra professionnel, concentré sur sa carrière. Je vais vous parler un peu de ça, hein. Déjà, il reçoit le journaliste dans sa limousine, il a une limousine avec chauffeur, et il dit non, mais moi, c'est pas du luxe, c'est un investissement, j'ai 20 minutes pour aller à la salle tous les jours, 20 minutes pour revenir, des fois je fais la route 2 fois par jour. Donc là, quand je suis dans la limousine, j'ai des écrans, je regarde mes sessions de sparring pour voir ce qui a été, voir ce qui n'a pas été, je regarde les anciens combats de Chito Vera pour essayer de voir des failles, je fais mes exercices de respiration, c'est vraiment un investissement. Avant, j'avais acheté des grosses voitures, tout ça, mais la limousine, là, c'est vraiment quelque chose qui m'aide. Il explique aussi que quand il est hors camp d'entraînement, il garde une bonne routine, mais c'est parfois un peu dur d'être motivé à se lever le matin. Lui, il préfère avoir un adversaire et une date fixe pour savoir où il va. Il explique aussi qu'il veut être le meilleur de tous les temps, qu'il vient d'une petite ville, que rien ne disait qu'il allait devenir un combattant de ce calibre, et qu'il veut inspirer les gens, montrer à tout le monde que c'est possible. Et surtout, son facteur, sa motivation numéro 1, c'est l'argent. Il dit souvent, moi, on me reproche de vouloir être McGregor. Je veux pas vraiment être McGregor, mais je veux avoir tout ce que McGregor a, donc c'est la notoriété et surtout l'argent.
Et il explique que quand il a commencé sa carrière, c'était un simple kickboxer. Il dit ouais, j'avais 19 ans, je savais faire que du kickboxing. J'allais au MMA Lab, c'était la team de TJ Dillashaw, qui est connu pour sa lutte. Moi, je savais même pas faire un single leg, je savais amener personne au sol. Personne ne voulait s'entraîner avec moi, mais j'ai pas lâché. Mon entraîneur, il a jamais besoin de m'appeler pour me motiver, pour me demander où je suis toujours à l'entraînement. Et puis surtout, pour revenir sur sa première défaite, il dit Marlon Vera, aujourd'hui, je lui donne sa chance. Il sait très bien qu'il est là grâce à moi, que s'il n'y avait pas eu ce premier combat, c'est pas lui qui aurait eu le title shot, c'est pas lui qui était en test de liste, mais moi, je veux vraiment avoir ma revanche. Et connaissant Vera, il sait ce qu'il me doit, mais je pense pas que ça va l'affecter. Il va venir avec l'envie de m'arracher la tête. Et puis pour la suite de sa carrière, il voudrait Topuria à la sphère au mois de septembre, mais il y a plein d'autres options. Il dit moi ce qui me motive, c'est le combat qui va me ramener le plus d'argent. Tous les combats sont difficiles au point où j'en suis dans ma carrière. Moi je veux le gars qui a de la notoriété, je veux affronter des superstars. Il dit tu vois, moi je m'estime être une superstar, Vera c'est une star. Et il donne l'exemple de Umar Nurmagomedov, qui est peut-être une superstar en devenir, mais qui doit encore prouver. Il dit, je l'ai jamais vraiment vu combattre, j'ai surtout vu des highlights, mais un jour, s'il a de la notoriété, je l'affronterai. Moi, je refuserai personne, mais je veux juste des gros combats. Je veux affronter des gars qui amènent quelque chose en plus que le côté sportif. Et puis enfin, il explique qu'il tient un journal de camp. À chaque fois, tous ses camps d'entraînement, il note tous les jours ses impressions. Est-ce qu'il a eu mal là? Comment il s'est senti? Comment il s'est entraîné? Comment il a mangé? Etc. Et il explique que ça l'aide à progresser et que parfois il retourne voir son ancien journal du dernier camp pour voir comment il en était à 3 semaines du combat, à 5 semaines du combat. C'est quelque chose qui l'aide beaucoup. Écoutez, j'espère que vous en avez appris un peu plus pour Sean O'Malley. J'ai regardé tous ces combats, je voulais pas vous faire quelque chose d'écrit avec un script, je voulais vous donner mes impressions en direct, voilà, vous dire comment j'avais ressenti les choses, etc. J'espère que ça vous a plu, et puis maintenant je vais vous donner un petit peu d'actualité MMA. Et justement, on commence avec l'ancien champion Aljamain Sterling, qui a peur ce week-end de voir un combat du style Francis Ngannou d'Eric Lewis, un combat qui avait été très chiant, ou alors un Rose Namajunas Carla Esparza 2. Il pense que si Chito veut gagner, il faut qu'il fasse un combat chiant à regarder. Il dit ouais, tu peux pas faire un combat agressif contre Sean O'Malley parce qu'il est trop bon à ce qu'il fait. Et oui, Sterling, il en a payé les pots cassés, il a voulu être agressif, il s'est jeté, il s'est fait contrer, il a pris son KO. Donc peut-être que pour Vera, en effet, la clé c'est d'être patient, c'est de faire un combat chiant, low kick, tourner, low kick, tourner. Mais si tu veux être champion, parfois tu dois passer par là, même si c'est pas ce que nous, les fans, on veut voir. Ensuite, on a le petit épisode Royval contre Mokaev qui continue. Royval explique que Mokaev, selon lui, a fait un combat plutôt chiant ce week-end, qui mérite pas sa chance à la ceinture pour ça. Et Mokaev lui a répondu, toi, à 23 ans, t'avais 2 victoires et 1 défaite comme un professionnel. Moi, je suis à 6-0 à l'UFC. Tu n'as pas du tout mon style de combat, t'as mal combattu en gros contre Pantoja. Moi, mes mauvais jours, je suis quand même bon. Toi, tes mauvais jours, tu te présentes pas. Mais si tu veux, on peut s'affronter. Donc c'est vrai que moi, je pense que Royval a plus sa chance aujourd'hui d'affronter Pantoja que Mokaev. Maintenant, je ne sais pas ce que va décider l'UFC, mais un combat entre Mokaev et Royval, pourquoi pas. Jairzinho Rozenstruik a expliqué qu'il était très content de son traitement à l'UFC. L'UFC lui confie des main events, ça le rend très fier, il sait qu'il compte sur lui et ça l'aide à la fois en tant que sportif mais aussi en tant que personne. Et puis il a souhaité à Gaziev de bien se remettre. Il dit moi aussi quand j'ai perdu mon invincibilité ça a été très dur, mais je te souhaite de te remettre et de revenir rapidement. Curtis Blaydes, lui, a expliqué que son premier combat contre Thomas Pinal s'était terminé sur blessure, on le sait. Il dit d'accord, c'est une victoire pour moi, c'est une défaite pour Thomas Pinal, mais ça a duré même pas 30 secondes, on doit se faire la revanche. Donc c'est cool, c'est une bonne mentalité. Maintenant, forcément, Thomas Pinal est champion, donc s'il a la revanche, ça veut dire que lui a sa chance à la ceinture. Et ça peut être le moyen le plus rapide pour lui de devenir champion. Donc il dit ça, ok, c'est sportif, mais je pense que derrière, il a aussi l'idée de combattre pour la ceinture assez rapidement. Et puis enfin, on a Dewey Cooper, le coach de Francis Ngannou, qui explique qu'avec une victoire contre Joshua, il y a de très fortes chances que le prochain combat d'Ngannou soit de nouveau en boxe anglaise pour aller unifier les ceintures. Et il dit là, il rentrerait dans l'histoire champion MMA, champion de l'UFC, champion poids lourd unifié, c'est du jamais vu. Il rentrerait dans l'histoire comme le plus grand à jamais. Il a entièrement raison, je souhaite le meilleur à Francis Ngannou. La réponse, déjà ce vendredi soir, il faudra battre Anthony Joshua. Écoutez, si vous avez aimé la vidéo, si vous avez appris des choses, pensez à liker, à vous abonner, à commenter. Je fais des vidéos tous les jours, pour ceux qui ne me connaissent pas, sur l'actualité du MMA, du lundi au vendredi à 17h. Parfois, il y a des vidéos un peu scriptées sur l'histoire des combattants. C'est quelque chose que je fais qui est assez nouveau. Aujourd'hui, je vous ai fait ça à la volée sur Sean O'Malley pour que vous sachiez à quoi vous attendre ce week-end. Et puis tout de suite, on passe à la Minute Auditeur. Alors je commence la minute auditeur avec Nanashi qui me dit Mokaev a vraiment du talent, c'est indéniable, mais quand je vois ses 2 dernières prestations, je le vois aucunement s'imposer face au top 5 de la division.
Là, c'est vrai que c'était un peu compliqué, hein. Surtout ce week-end, déjà la fois d'avant, bon, c'était passé. Mais là, ça va être très très compliqué, surtout contre un mec comme Pantoja qui est bon partout, qui a un cardio de dingue, qui amène de l'intensité au combat. Royval, c'est pareil, hein, ça pourrait être compliqué. Moreno, bon, il est peut-être un peu sur le déclin, mais aussi. Mais non, non, franchement, cette prestation l'a rendu beaucoup plus humain. Ensuite, on a Adam Tayeb qui me dit Dana White avait dit qu'il reste encore un combat pour l'UFC 300, le co-main event, et un combat de la carte principale. Tu penses que ça va être qui, Adesanya et Pereira? Bah écoute, moi, s'il reste un combat à annoncer, à la base, je pensais à Adesanya. Maintenant, on sait que le main event, ça va être Hill. Donc Hill contre Pereira. Est-ce que Adesanya pourrait être co-main event de ça? Moi, je voyais plutôt Adesanya main event. Donc ça m'étonne. Est-ce qu'on va nous sortir un Edwards contre Muhammad? Parce qu'on sait que Muhammad n'était pas assez gros pour être main event, mais pour être co-main event ou pour être sur la carte contre Edwards, pourquoi pas? Je sais vraiment pas ce que ça va donner. Ensuite, ah oui, hier, je vous ai dit qu'il y avait 3 combattants invaincus sur la carte du week-end. Mais non, Christian Bouchard me rappelle qu'il y avait aussi Basharat. D'ailleurs, Basharat en préligne qui a perdu contre Ayman Zahabi, hein, le frère du célèbre coach Firas Zahabi. C'est vrai que toi qui es québécois, ça devait être un bon moment pour vous. Et puis il y a Lance Walid qui me dit Pretino aussi est invaincu. C'est vrai, le co-main event, on va dire que les Dagestanais, les combattants de l'Est avaient pris trop de place et du coup j'ai pas vu les autres. Et puis j'ai MC Pico qui me dit Amir Albassi devrait combattre Royval, Mokaev contre Pantoja et Steve Erceg contre Kyle Chara. Bah écoute, ça ferait des super combats. Je sais pas ce que ça va donner, comme je te disais, parce que Pantoja il veut combattre au 301 au Brésil. Je pense que l'UFC va lui donner. Donc est-ce que Royval sera prêt, Mokaev sera prêt? Je pense que les deux le seront. Lequel va avoir sa chance? Je sais pas. C'est vrai que Royval il sort quand même d'une prestation un peu plus impressionnante que celle de Mokaev. Maintenant, ce serait un rematch, encore une fois. Peut-être que l'UFC va vouloir faire quelque chose de plus frais en mettant Mokaev. Je sais pas du tout. Mais en tout cas, il y a des oppositions de dingue à faire dans cette catégorie. Écoutez, c'était tout pour aujourd'hui. On a eu un épisode assez dense. J'espère encore une fois que vous aurez apprécié. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et on se retrouve demain à 17h. Salut!